Euh, pour continuer à ce panorama de l'orthopédie pédiatrique, j'ai invité le professeur Launay de Marseille, qui est sans doute dans notre société celui aujourd'hui qui a le plus d'expérience, peut-être le plus, il le dira lui-même, sur l'allongement, reconstruction des membres inférieurs chez l'enfant dans les grosses déformations. Et je lui ai demandé de nous parler de l'actualité de l'allongement des membres chez l'enfant et puis de l'avenir. Franck, tu peux y aller. Ouais. Vous nous entendez bien? Tout va bien? Partage d'écran, c'est bon? Ça va être bien. Il a dit oui, je pense. C'est parfait. Là, tout le monde, on voit la présentation? Excellent, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui. Bienvenue à l'Académie. Écoutez, merci beaucoup. Je remercie l'Académie et Richard Gouron de me donner l'opportunité de faire cette présentation sur les actualités et l'avenir des allongements de membres chez l'enfant. Alors, lorsqu'on parle d'allongement de membres chez l'enfant, on ne peut pas passer outre le principe des ostéotomies, puisque pour allonger un membre, il faut tout d'abord réaliser une ostéotomie. Et il y a plusieurs types d'ostéotomie. Pour corriger une déformation, tout le monde sait ça. Il faut que, idéalement, l'ostéotomie soit faite au niveau du cora, c'est-à-dire au niveau du sommet de la déformation, pour pouvoir corriger cette déformation et avoir deux axes anatomiques qui deviennent non pas parallèles, mais collinéaires. Alors, comme type d'ostéotomie, eh bien, de façon tout à fait simple, on a l'ostéotomie d'ouverture qui peut se faire au niveau du cora et qui peut permettre de gérer des troubles de longueur associés, puisque lorsqu'on fait une ostéotomie d'ouverture, on va permettre la correction du trouble d'axe et en même temps avoir un effet d'allongement. Et à l'inverse, l'ostéotomie de fermeture permettra également de corriger la déformation, mais également, en la corrigeant, avoir un effet de raccourcissement. Par contre, alors ça paraît simple en théorie, mais la plupart des déformations ne se situent pas en zone médio-diaphysaire, mais souvent en zone tout à fait proximale ou en zone tout à fait distale. Et parfois, l'ostéotomie ne peut pas se faire au niveau du sommet de la déformation et on est obligé de décaler cette zone d'ostéotomie. Et si on fait une ostéotomie en dehors de ce cora, de ce sommet de la déformation, eh bien on arrive à corriger le trouble angulaire, mais vous voyez sur ce schéma que les axes anatomiques, enfin l'axe anatomique proximal et l'axe anatomique distal deviennent parallèles et non pas collinéaires. Alors dans cette situation-là, la seule possibilité pour avoir deux axes anatomique collinéaire, c'est en plus de la correction angulaire, c'est de rajouter une translation afin de pouvoir avoir deux axes parfaitement collinaires. Alors, l'allongement osseux peut également être nécessaire lors d'une correction d'axe et les corrections isolées d'une déformation sont, j'allais dire, pour cette présentation aujourd'hui, totalement hors sujet puisqu'on parle uniquement des allongements. Et lorsqu'on parle des allongements, eh bien, on a vu une évolution des indications opératoires. Il reste malgré tout une grande partie des indications qui sont tout à fait classiques dans les inégalités de longueur d'origine congénitale, avec par exemple le fémur court congénital, mais également l'hémimélie fibulaire. On en a déjà parlé, les raccourcissements secondaires à une chirurgie de résection carcinologique. Et puis également les épiphysiodèses, qu'elles soient post-traumatiques ou post-infectieuses, qui peuvent entraîner des troubles d'axe et des inégalités de longueur. Mais outre ce type d'indication tout à fait classique, on voit de plus en plus apparaître des demandes d'allongement de personnes de petite taille ou dans lesquelles on retrouve les achondroplases. Mais en ce qui concerne l'allongement lui-même, les évolutions ont porté sur trois plans. Tout d'abord, l'évolution de l'imagerie et de l'analyse des déformations. Ensuite, la planification de la correction que l'on souhaite obtenir. Et enfin, les évolutions sur le matériel utilisé
pour allonger et corriger un trouble d'axe. Alors, en ce qui concerne l'imagerie et l'analyse des déformations, pour pouvoir analyser une déformation, que ce soit de face ou de profil, mais là en l'occurrence sur des clichés radiographiques de face, il faut pouvoir avoir des clichés de bonne qualité, puisque vous voyez que si la rotule, comme vous voyez ici sur le genou gauche, n'est pas de face, les mesures angulaires ne seront pas valides, puisque on transforme une déformation qui est en 3 dimensions sur une radiographie qui est en 2 dimensions. Donc, il est absolument essentiel pour analyser une déformation de pouvoir avoir des clichés de bonne qualité et avoir donc des vrais clichés de face et des vrais clichés de profil. Sinon, on va avoir une analyse qui est faussée et donc une correction qui ne sera pas juste. Voilà comme exemple tout à fait caractéristique d'une jeune fille atteinte d'une dysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire avec un retard mental qui cliniquement se présente avec un fort génuvalgome. Des radiographies des 2 membres inférieurs sont demandées. Lorsqu'on essaie en tout cas d'analyser les 2 membres inférieurs en traçant une droite qui va du centre de la hanche au centre de la cheville, on se rend compte que oui, ici, du côté droit, il semble y avoir un génuvalgome, mais ce n'est pas très marqué. C'est pareil du côté gauche. Lorsqu'on regarde le fémur, on se rend compte qu'on a un fémur distal qui est fortement en valgus. Mais si on regarde le tibia, on a quand même l'impression que le tibia, lui, est en varus. Donc, le cliché radiographique ne correspond manifestement pas au tableau clinique. Lorsqu'on refait les radios avec les genoux de face, voilà ce qu'on obtient. On a vraiment l'impression qu'il s'agit de radiographie d'un autre patient. On a vraiment un valgus fémoral très important, sans varus du tibia. Et là, pour le coup, la correction a été apportée avec une ostéotomie de soustraction et une ostéosynthèse simple par broche en croix. Alors, dans l'évolution de l'imagerie, eh bien, dans la radiographie standard, il y a eu l'avènement de la technologie de radiologie ultra basse dose avec la technologie EOS, qui permet des acquisitions simultanées de face et de profil en position debout et qui permet de reconstruire les segments osseux en 3 dimensions. Ceci dit, la technologie EOS permet une reconstruction en 3 dimensions. Elle est surtout utilisée encore actuellement dans la reconstruction du rachis et relativement peu dans la reconstruction des membres. C'est d'autant plus difficile que la radiographie ne permet de voir que les zones minéralisées. Et plus l'enfant est petit, plus les extrémités osseuses sont cartilagineuses et donc ne se voient pas sur les radiographies. Et donc, ça devient plus difficile. Plus l'enfant est petit, plus c'est difficile de pouvoir faire de la reconstruction 3D à partir de l'acquisition de clichés simples de face et de profil. Alors, vous voyez cet exemple d'un patient qui, sur le membre inférieur droit, vous voyez un génuvalgome lié à un valgus du tibia proximal, qui a une inégalité longueur modérée des membres inférieurs, et sur le cliché de profil, qui a une inversion de la pente tibiale. On peut analyser ces déformations avec les radiographies, mais maintenant, l'évolution permet de reconstruire en 3 dimensions après des acquisitions de coupe scanner qui permettent de visualiser avec le modèle qui est reconstruit la déformation en 3 dimensions, de face, de profil. Alors, bien sûr que le scanner est quand même irradiant et que le futur sera probablement, même si on commence à y travailler, sur des reconstructions 3D après des acquisitions IRM. Alors, l'évolution également non seulement de l'imagerie, mais ensuite, comment analyser ces images. J'allais dire, jusqu'à il y a quelques années, l'analyse des radiographies se faisait, j'allais dire, à l'ancienne, avec un négatoscope, une règle, un rapporteur, un crayon bien taillé, et que maintenant, on a la possibilité de pouvoir importer des images radiographiques dans des logiciels qui permettent d'analyser plus précisément les déformations, de pouvoir localiser plus précisément les sommets des déformations osseuses, les CORA, et donc être plus précis dans la programmation de l'intervention chirurgicale.
vous voyez qu'avec l'acquisition scanner, on peut avoir un modèle 3D qui nous permet de visualiser réellement la déformation, mais qui permet également d'analyser les différents axes osseux des différents segments osseux qu'on veut analyser, aussi bien de face, de profil, mais également sur le plan horizontal avec les troubles rotatoires qui, jusqu'à présent, étaient analysés que de façon clinique lorsqu'on utilisait uniquement que les radiographies standards. Alors ensuite, une fois qu'on a analysé la déformation, analysé l'inégalité de longueur, qu'on a défini l'endroit où se situait la déformation, ben, il faudra planifier la correction que l'on veut obtenir. Et là, encore une fois, vous voyez sur cet exemple avec ce génuvarum avec une inégalité de longueur relativement importante et un génuvarum qui porte sur une épiphysiodèse post-infectieuse du tibia proximal dans sa partie médiale, bien avant pour essayer de programmer l'intervention chirurgicale, ben, on utilisait le bon vieux papier calque qui permettait de dessiner les contours de l'os lorsqu'on mettait le papier calque sur la radio. Et après, avec une bonne paire de ciseaux et un rouleau de scotch, on pouvait simuler la correction des déformations et essayer de visualiser ce que l'on pouvait obtenir en post-opératoire. Maintenant, bien heureusement, les choses ont bien changé et toujours avec ces logiciels, et la plupart d'entre eux sont couplés avec un matériel d'ostéosynthèse, mais on peut non seulement analyser la déformation sur les radiographies, on peut faire varier l'endroit de l'ostéotomie, qu'il soit au niveau du cora ou à distance, et donc simuler la correction obtenue. Et on peut même, comme vous voyez sur cet exemple, voir la correction obtenue, et on peut même rajouter de l'allongement. Là, sur cet exemple, on a un varus qui est complètement corrigé, mais on peut rajouter du valgus si on le souhaite, simplement avec une souris, en prenant le point ici que je montre avec ma flèche, et puis rajouter du valgus. C'est pareil pour le flessum et le récurvatum. Alors, le futur, puisque les logiciels, pour l'instant, qui sont à disposition n'utilisent que la radiographie et donc l'image 2D, le futur pourrait être dans la planification des corrections, de pouvoir implémenter dans ces logiciels de planification toutes les reconstructions 3D, qu'elles soient acquises soit grâce à un scanner ou alors avec des coupes IRM. Et enfin, sur le matériel, alors pour faire des allongements, le matériel utilisé fréquemment, c'est le fixateur externe. Ça reste encore, en tout cas chez l'enfant, un matériel largement utilisé. On utilisait il y a de nombreuses années des fixateurs monolatéraux qui sont encore utilisés actuellement, hein, je vous rassure, mais lorsqu'on allongeait un segment osseux qui était droit, le fait d'utiliser un fixateur monolatéral n'était pas un gage de pouvoir obtenir un allongement qui se faisait dans l'axe, et que vous voyez sur la radiographie de droite, sur un os qui était au départ tout à fait droit, mais quand même sur une pathologie congénitale, parce que vous remarquez l'absence de péroné. L'allongement se fait, mais avec un trouble d'axe secondaire, avec un valgus secondaire. Donc, c'est quand même tout à fait dommage d'avoir un membre qui est court, mais qui est droit, de pouvoir l'allonger, mais de terminer avec un trouble d'axe secondaire qu'il faudra ensuite corriger. Ensuite, on a les fixateurs circulaires, et en particulier le fixateur externe d'Ilizarov, qui est tout à fait mécanique, qui consiste à mettre un système, vous voyez ici, de 2 anneaux avec des broches sur le segment proximal. Pareil, 2 anneaux avec un système de broches transosseuses sur le segment distal. Et puis entre les deux, un système ici d'axe de rotation. Et là, un moteur qui permet de corriger le trouble d'axe. C'est-à-dire que si on distracte ici au niveau du moteur, on va avoir une rotation qui va se faire au niveau de l'axe de rotation qui permettra de corriger le trouble d'axe. Cependant, tout ça c'est théorique, mais dans la vraie vie, en pratique,
je trouve extrêmement difficile de pouvoir placer précisément les axes de rotation. Parce que vous voyez, si l'axe de rotation n'est pas au sommet de la déformation, comme vous pouvez le voir ici tout à gauche, eh bien, si l'axe de rotation est un peu excentré du côté convexe de la déformation, eh bien, on va avoir un effet d'allongement. Et s'il est du côté concave, on va avoir un effet de raccourcissement. Alors tout ça peut se calculer, mais en pratique, il est vraiment difficile d'avoir des axes de rotation ici parfaitement perpendiculaires au segment osseux. Et dans la plupart des cas, on arrive à corriger ces déformations, mais en engendrant des déformations parasites. Et depuis quasiment 20 ans, sont arrivés en France différents fixateurs externes circulaires qui sont des fixateurs externes hexapodaux. Il y en a deux grandes marques. Vous voyez, ce sont des fixateurs externes avec 6 vérins qui permettent de placer le logiciel en préopératoire, parce que ce type de fixateur, Richard Gouron en avait déjà parlé, sont couplés avec un logiciel informatique, et outre l'analyse de la déformation et la planification préopératoire, eh bien, ce type de logiciel permet de placer schématiquement les différents anneaux sur les différents segments osseux directement sur le logiciel. Alors, ce fixateur externe hexapodal, ça arrive depuis 20 ans en France, mais le principe du fixateur hexapodal est connu depuis beaucoup plus longtemps. Il est basé sur le principe de la plateforme de Stewart. Et il s'agit d'un mécanisme, d'une structure cinématique qui est composée de 2 plateformes et de 6 vérins. La plateforme de base est fixe et c'est l'autre plateforme qui est mobile. Et les 6 vérins peuvent s'allonger ou se raccourcir. Chaque vérin est indépendant de l'autre, et le fait d'allonger ou de raccourcir un ou plusieurs vérins va faire varier la position de la plateforme mobile. Et vous voyez que lorsqu'on bouge, on raccourcit ou on allonge différents vérins, eh bien on peut avoir un effet d'allongement ou de raccourcissement, comme vous voyez ici, des effets de translation, des effets de rotation, et des effets d'angulation. Ce qui veut dire qu'avec ce type de fixateur externe, on peut corriger des déformations complexes dans les 3 plans de l'espace tout en y ajoutant un allongement. Et vous noterez que tous ces mouvements se font sans qu'il y ait d'axe de rotation mécanique. Donc l'axe de rotation qu'on avait des grandes difficultés à positionner avec le fixateur externe Ilizarov, et bien là, c'est un axe de rotation qui est totalement virtuel. Et comme disait le professeur Gouron dans sa présentation, cette technologie nous facilite la vie, permet d'avoir des résultats fiables et surtout reproductibles, et que très probablement nos anciens étaient de meilleurs opérateurs que nous. Et donc, heureusement que la technologie vient nous secourir. Vous voyez donc cet exemple que je vous ai déjà montré avec ce génuvarome lié à une épiphysiodèse post-infectieuse. Elle avait été corrigée avec un fixateur externe hexapodal qui avait permis de corriger non seulement le varus, mais également l'inégalité de longueur. Et qui plus est, vu que le sommet de la déformation était en fait très proximal au niveau du cartilage de croissance, puisque c'était une épiphysiodèse, il y avait une nécessité de faire une ostéotomie qui était en dehors du cora, plus bas situé, pour avoir la place de mettre l'anneau proximal du tibia, et pour éviter, lors de l'allongement, d'avoir une ostéotomie au-dessus de la tubérosité tibiale qui aurait engendré un abaissement de la rotule. Et donc, vous voyez que non seulement le fixateur couplé avec le logiciel permet de corriger le trouble d'axe, permet de redonner de la longueur, et permet dans le même temps, sans modification du fixateur externe et sans avoir à ramener l'enfant au bloc opératoire, d'obtenir également la translation nécessaire pour que les axes anatomiques en proximal et en distal soient collinéaires et pas simplement parallèles. Vous voyez que
ces vérins, avec ce type de fixateur hexapodaux, vous voyez une molette qui permet, quand on tourne dans un sens, de pouvoir allonger le vérin, et quand on tourne de l'autre, permet de le raccourcir. Et peut-être que dans l'avenir, on aura alors on commence à y travailler, hein, avoir des vérins totalement motorisés, automatiques, voire même des vérins, vous voyez, qui pourraient être pilotés à partir d'une simple application de smartphone. Alors, parler des allongements en ne parlant que des fixateurs externes serait totalement réducteur. Et il faut absolument parler des clous d'allongement. Les clous d'allongement, ça fait quand même quelques années que ça existe. Au départ, ces clous d'allongement étaient des clous centromédulaires purement mécaniques, avec, j'allais dire, entre guillemets, les deux ancêtres que sont le clou d'Albizia et le clou ISKD, dont le principe reste le même. On a un clou mâle qui est dans un clou femelle, et le fait de réaliser des mouvements de rotation du membre inférieur, des mouvements de rotation interne et de rotation externe, permet de faire sortir la partie mâle du clou de la partie femelle, et à ce moment-là, engendrer un phénomène d'allongement. Vous voyez ces phénomènes de rotation, en rotation interne, rotation externe, qui permettent de déclencher le mécanisme d'allongement de ce type de clou mécanique. Cependant, l'inconvénient majeur de ce type de clou d'allongement, c'est que il faut donner de la rotation. Et donc, pour pouvoir donner de la rotation, il faut pouvoir être détendu musculairement. Et que le gros inconvénient qu'on a tous connu lorsqu'on a utilisé ces clous, c'est que cela nécessitait régulièrement de faire ces allongements sous anesthésie générale. Donc, le bénéfice pour le patient devenait quand même plus faible. Maintenant, on a des clous électromagnétiques et également des clous centromédulaires motorisés qui permettent un allongement progressif et une correction d'axe en extemporané. Vous voyez un clou motorisé ici, avec là un récepteur qui est placé sous la peau, et puis ici on a le boîtier de contrôle avec l'émetteur. L'émetteur se met sur la peau et donne l'ordre via le récepteur au clou de s'allonger via son moteur qui est inclus dans le clou centromédulaire. Vous voyez, ça se fait de façon tout à fait simple. Le patient pose son émetteur sur la peau. Vous voyez sur l'émetteur, vous voyez ici les impulsions qui sont données au clou, qui permettent un allongement. Et là, vous voyez sur cet exemple un clou fémoral rétrograde avec le récepteur qui est ici sous la peau. Alors, bien évidemment, le clou ne permet pas un allongement et une correction d'axe en progressif comme peut le faire le fixateur externe. Le clou ne permet que l'allongement en progressif. La correction d'axe doit se faire en extemporané. Et vous noterez, outre les vis habituelles qui sont à l'intérieur du clou, donc les locking screws, on peut utiliser des clous qui sont à l'extérieur de l'os. Ce sont les blocking screws. Vous en voyez une qui est ici, qui permettent de guider le clou afin d'obtenir une correction. Vous voyez sur cet exemple, on avait un varus du fémur distal. Eh bien, la correction extemporanée a permis de corriger ce varus, de donner du valgus. Et c'est le fait de mettre cette blocking screw ici, là, qui a permis de guider le clou et de corriger le varus du fémur. Alors, dans les critères de choix entre un clou et un fixateur externe, les deux permettent un allongement et ou une correction d'axe si ça s'avère nécessaire. Le fixateur externe permet de tout corriger en progressif. Le clou, on corrige le trouble d'axe uniquement en extemporané, mais l'allongement se fait en progressif. L'avantage du clou sont les inconvénients du fixateur. Le clou, c'est interne, donc on a des cicatrices qui sont plus esthétiques qu'un fixateur externe. On a moins d'infections post-opératoires. Les inconvénients, c'est que avec un clou, l'appui au sol est encore partiel, de peur d'abîmer le mécanisme d'allongement à l'intérieur du clou, alors qu'avec un fixateur externe,
on peut donner un appui complet de façon immédiate. Les fixateurs externes peuvent ponter une articulation si on a une laxité articulaire, et donc le fixateur externe permet de mieux contrôler une articulation lors d'un programme d'allongement, chose qui est plus compliquée avec un clou. On ne peut utiliser que des attelles de posture, mais comme le fixateur externe utilise des broches et des fiches qui vont traverser les masses musculaires, on aura tout de même plus de raideur articulaire à long terme. Alors, l'idée principale, c'est il faut mettre un clou tant que c'est possible. Donc, l'indication dans un allongement, l'indication, c'est il faut mettre un clou. Et le fixateur n'est indiqué qu'en cas de contre-indication au clou centromédulaire. Cependant, lorsqu'on fait de la pédiatrie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contre-indications au clou. Par exemple, si dans une inégalité de longueur, on doit mettre un clou et que ce clou doit traverser un cartilage de croissance, eh bien, on ne peut pas mettre de clou puisque le clou va permettre de donner de l'allongement, mais le clou ayant traversé un cartilage de croissance va abîmer ce cartilage de croissance et on va avoir un déficit de longueur ultérieur. Donc, si le clou doit traverser un cartilage de croissance, on ne met pas de clou, on met un fixateur externe. Et donc, puisque si on fait de la pédiatrie, on a des cartilages de croissance, donc l'indication est limitée chez l'enfant en croissance. Et donc, les indications sont plutôt réservées chez l'adolescent. Ensuite, le clou, il a un diamètre minimum. On ne peut pas descendre en deçà de ce type, de ce diamètre-là. Le mécanisme d'allongement ne peut pas y être logé. Donc, si le clou est trop large pour le diamètre de l'os, on ne peut pas mettre de clou. On est obligé de mettre un fixateur externe. Et donc, encore une fois, chez l'enfant, plus il est petit, moins on pourra rentrer un clou. Et donc, les indications de clou d'allongement chez l'enfant restent encore limitées. Et enfin, si la déformation est trop importante, ou s'il existe plusieurs déformations, comme vous pouvez le voir ici, aller mettre un clou peut être très compliqué, puisque je vous rappelle que le clou ne permet que l'allongement progressif et qu'il faut pouvoir corriger toutes les déformations en extemporané. Et si la déformation est trop importante, on est un petit peu au-delà des capacités du clou. Et il vaut mieux, dans ce cas précis, utiliser un fixateur externe, et en particulier un fixateur externe hexapodal. Alors, en conclusion, l'allongement osseux reste une technique opératoire relativement rare. Ça reste encore aujourd'hui une aventure entre le patient, sa famille, le chirurgien et puis tous ceux qui gravitent autour. Puisqu'on parle de pédiatrie, tous ceux qui gravitent autour, ce n'est pas simplement le kinésithérapeute et l'infirmière, c'est aussi tout le système scolaire qu'il faut pouvoir adapter. En termes d'imagerie, le présent, ça reste encore la radiographie standard, mais de plus en plus, les reconstructions 3D avec des coupes scanners permettent d'aider à avoir des analyses de déformation plus précises. Le futur, probablement sur des reconstructions 3D avec de l'imagerie en coupe non irradiante comme l'IRM. En ce qui concerne l'analyse des déformations et le planning, la planification préopératoire, le présent reste encore et toujours sur des logiciels utilisant des images en 2 dimensions et donc la radiographie standard, mais que le futur sera, à n'en pas douter, l'intégration des images 3D à des logiciels permettant de corriger encore plus précisément toutes ces déformations. Et en ce qui concerne le matériel, l'indication numéro 1 pour faire des allongements doit être le clou centromédulaire motorisé ou électromagnétique, mais chez l'enfant, surtout petit, le fixateur externe, et en particulier le fixateur externe hexapodal, reste le gold standard. Je vous remercie de votre attention. Merci pour un exposé très complet et très intéressant, à la fois sur une pratique et sur la recherche, qui est quand même, on voit. Alors j'avais une question, je suis pas du tout orthopédiste, je suis un chirurgien vasculaire, donc une question sur les clous. Les clous, est-ce qu'il y a une recherche sur les matériaux en dehors du métal? Est-ce que sur les fibres de carbone, peut-être des choses comme ça qui pourraient être un progrès dans l'usage, la mise en place?
En tout cas, c'est dans l'actualité, hein, puisque il y avait tout ce qu'on a entendu sur le chrome cobalt et les éventuels effets. Certains clous, pendant une période, n'ont pas pu être utilisés à cause de cela. Ils ont perdu leur certification. Maintenant, c'est quelque chose qui a l'air d'être réglé. Mais je n'ai pas connaissance actuellement de travaux sur des clous, en particulier en carbone, qui pourraient être utilisés dans ce type d'indication. Richard? Oui, on a eu beaucoup de problèmes, effectivement, comme tu le disais, Franck, de problèmes de validation auprès des normes CE, de tous ces implants là qui nous ont été retirés et avec les DMI, voilà, qui bougent un peu. Il y a à ma connaissance, mais ce n'est pas encore distribué en France, des plaques d'allongement pour les plus petits, parce qu'effectivement, les plus petits, il y a des problèmes de calibre de fémur, mais nous n'en avons pas à disposition sur le territoire pour l'instant. Voilà. Oui, des questions à la salle. Juste un petit commentaire. Micro. Oui. Richard, Gérard Morvan, radiologue, vas-y, dis-nous. Juste deux commentaires. Pour les modèles en scanner qui posent le problème de l'irradiation. Actuellement, nous avons des scanners qui se règlent. En tournant un bouton, on arrive à baisser l'irradiation de façon extrêmement basse, ce qui fait qu'elle devient presque théorique. Et le deuxième commentaire, c'est qu'on est en train de travailler sur l'IRM à l'aide de séquences avec des TE très basses, voire même des TE égales à 0, qui vont bouleverser l'orthopédie, puisqu'on va voir le calcium en IRM maintenant. Et on obtient des images d'IRM qui sont extrêmement proches de celles du scanner. Et donc, on va pouvoir certainement faire de la 3D en IRM avec une irradiation zéro, je pense, dans les 2 ans qui viennent. Ces deux commentaires. Merci. Franck, tu as un commentaire? Oui. Je travaille bien évidemment avec notre service de radiologie et j'ai pu voir les images qu'on peut obtenir avec l'IRM où, à vrai dire, c'est vraiment très bluffant, quoi. On a des coupes IRM, on dirait, on mettrait sa main coupée qu'en fait c'est du scanner. Mais en fait, non, c'est de l'IRM. Donc, c'est vrai qu'on peut baisser, avec un scanner, on peut baisser les doses. Mais vous savez, lorsqu'on veut faire de la recherche, il faut passer par différentes étapes, en particulier les comités de protection des personnes, et que aller faire des scanners, même si les doses d'irradiation sont faibles, ça devient de plus en plus dur, d'autant plus que c'est des scanners qui sont faits chez des enfants, quoi. Alors c'est vrai que l'évolution, donc c'est pour ça que les scanners, on en fait quand même relativement peu et que on travaille pour faire évoluer ça vers l'IRM, puisque ça règle notre problème d'irradiation. Alors, la problématique encore sur l'IRM, alors je n'ai pas les compétences des radiologues pour parler de cela, c'est pouvoir avoir les bonnes machines qui permettent de pouvoir faire ces bonnes acquisitions. Merci beaucoup. Il y a 2 questions à la salle encore. Jean-Claude Couffinal. Non, moi j'avais une toute petite chirurgien thoracique et vasculaire. question parce qu'on a parlé tout à l'heure effectivement de l'ingénierie cellulaire, etc. Et moi, le souvenir en revoyant le nom d'Ilazarov, je suis chirurgien thoracique et vasculaire. Mais russe. Voilà, russe. Mais c'est quand même. C'est l'histoire d'en parler. Est-ce que ça reste? Il me semblait que c'était déjà une découverte absolument fondamentale, c'est que la distraction conduisait à la régénération osseuse. Donc, c'était déjà une vision sur l'ingénierie cellulaire qui était excessivement importante, non? Oui. Les spécialistes vont te répondre. Oui, Franck l'a dit, mais c'est la distraction du cal. Hein, c'est la distraction du cal et que même si Ilizarov était russe, eh bien, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et malgré tout, Ilizarov, c'est quand même lui qui
en premier, nous a appris qu'on pouvait faire des allongements, non pas en extemporané comme ça se faisait avant, associé à une greffe osseuse secondaire, mais faire des distractions de façon très progressive avec une régénération osseuse. Deuxième question tu voulais poser une question? D'habitude, tu poses des questions. D'accord. En tous les cas, merci beaucoup. Juste par rapport à Izarov et à sa nationalité, on a eu cette discussion la semaine dernière parce que dans le comité France-Ukraine sur lequel on travaille, on a eu cette discussion avec le président de l'Académie de médecine qui était présent, Trombaoui, et sur le fait qu'il fallait absolument, lorsque c'est nécessaire, quand on peut, maintenir des relations amicales avec les scientifiques et les littéraires russes qui ne sont pas responsables de la guerre qui a lieu en Ukraine, et qu'il faut qu'on maintienne les relations académiques entre nos instances parce que c'est important pour l'avenir. Alors j'avais juste un petit commentaire final. J'ai oublié le nom de Madame la députée qui est venue parler en début de... Elle s'appelle Valéria Faure-Muntian. En début de séance, et que je sais qu'il manque beaucoup de médicaments en Ukraine, mais également, j'ai entendu dire qu'il manquait également beaucoup de matériel chirurgical, en particulier de fixateurs externes pour traiter tous ces traumas de guerre, et ils étaient en grand déficit. Donc, je lance un appel, puisque moi, de mon côté, j'ai une grande quantité de matériel de fixateurs externes qui ont déjà été utilisés et que j'utilise en particulier lorsque je fais des missions humanitaires. Mais j'ai un stock relativement important de matériel qui pourrait être envoyé là-bas. La problématique que j'ai, c'est que je n'ai pas de contact pour pouvoir organiser tout ça. Donc, si on peut donner mes coordonnées à cette députée, si elle doit pouvoir avoir des contacts, c'est bien volontiers que je cède le matériel que j'ai à disposition. Le plus simple, c'est la filière, c'est l'Académie est en lien avec la chaîne de l'espoir, avec notre collègue Éric Chesson et Alain Deloche, et c'est eux qui vont assurer la logistique de transfert de ces matériels vers les centres sur place. Voilà. Donc, on a mis en place un système assez simple. Bon. Donc, Éric Chesson, je t'envoie les coordonnées en quittant avec le téléphone portable, tout ce que tu veux. Ouais, volontiers. Super. Richard a toutes mes coordonnées, donc pour me filer tout ça.